Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde sur le thème du suivi des enfants en difficulté, porteurs de handicap décelés, diagnostiqués ou non. Nous sommes là pour essayer de trouver les bonnes pratiques qui vous permettront, en tant que parents, d'être bien accompagnés, d'avoir l'attitude qui va faire grandir vos enfants, qui va aider vos enfants à trouver leur place aussi dans l'école. Et si vous êtes professeur, savoir comment aussi accompagner ces enfants en développant au maximum la coéducation, en sachant parler aux parents qui ont des enfants en difficulté, qui sont parfois blessés par tout cela et qui arrivent avec l'envie de leur donner le meilleur. Nous accueillons aujourd'hui, pour parler de ces enfants, de l'accueil de ces enfants, 3 personnes: Clotilde Noël, Pierre-François Chanu et Vinciane Adam, que je vais laisser se présenter. À l'issue de notre discussion, nous aurons un temps de questions. Donc n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin si c'est possible. Et si vraiment vous avez besoin d'un éclaircissement pendant la discussion, vous pouvez tout à fait lever la main et on vous donnera la parole aussi. Clotilde, est-ce que vous voulez bien commencer en vous présentant? Je m'appelle Clotilde Noël. Je suis parent d'enfants porteurs de handicap, 4 handicaps différents. J'ai fondé une association qui s'appelle Tomber du Nid, qui aide les parents justement sur leur chemin de vie, mais aussi sur l'accompagnement, sur la possibilité, si certains enfants le peuvent, d'accéder à l'école. Et j'ai co-construit une école qui s'appelle Saint-Philippe-Néry à Vernouillet dans le 78, un primaire classique qui a une classe Ulysse où actuellement 2 petites filles porteurs de trisomie 21 sont scolarisées. Merci Clotilde. Pierre-François. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-François Chanu, je suis directeur du cours Clovis à La Fère. Le cours Clovis, c'est l'école pilote du réseau Excellence Ruralité, qui est un réseau d'écoles à vocation de lutte contre le décrochage scolaire dans les zones rurales défavorisées. Et nous accueillons aujourd'hui à peu près 110 élèves au cours Clovis à La Fère dans l'Aisne, entre le CP et du CP jusqu'à la 3e. Et sur ces 110 élèves, on a à peu près 55% d'élèves à besoins particuliers. Merci. Vinciane. Bonjour à tous, je suis Vinciane Adam. Je travaille au CEREN, qui regroupe un réseau d'écoles qui sont dédiées aux élèves qui ont tous des troubles des apprentissages, tous des troubles 10. On les accueille à partir du CE2 en fonction des écoles jusqu'à la 3e, et l'année prochaine on ouvre une seconde. Voilà. Et je suis directrice des écoles, directrice des opérations de toutes les écoles. Avec des écoles un peu partout en France. C'est ça, avec des écoles, donc Paris-Île-de-France, il y en a 2 intramuros et 2 dans le 92. Une école à Lyon, à Marseille, à Lille et à Toulouse. Merci Vinciane. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est comment se passe la première prise de contact? La famille arrive à l'école, elle cherche une école adaptée pour son enfant. Le handicap est parfois déjà diagnostiqué, parfois il ne l'est pas encore, mais on sent qu'il y a une difficulté. Comment ça se passe peut-être déjà du côté des parents? Donc Clotilde, vous qui êtes parent d'enfants concernés, comment vous faites quand vous cherchez une école pour ces enfants? Alors évidemment, déjà, je prends contact du coup avec l'école. Le premier contact est important, en effet, de savoir ce que propose l'école. Souvent, j'ai d'abord fait aussi une recherche sur Internet, de savoir dans quelle mesure ma demande peut être recevable. Est-ce que l'école est en mesure d'accueillir le handicap de mon enfant? Et ensuite, si c'est le cas, je prends contact du coup avec l'équipe éducative, la direction. J'essaye de leur amener le maximum de retours objectifs de mon enfant. On a la possibilité d'avoir des bilans qui sont faits par des spécialistes, parce qu'en tant que maman, on a aussi la vision de notre enfant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir le positionnement et les capacités de notre enfant dans un espace classe, et s'il peut rentrer dans cet espace classe. Il y a la volonté, évidemment, en tant que parent,
d'avoir l'école pour notre enfant, mais on n'oublie jamais, puisque j'ai quand même une double casquette, j'ai aussi créé une école, on n'oublie jamais que notre demande doit rentrer aussi dans une réalité de l'école et ne pas déstabiliser aussi les autres besoins des autres enfants. Donc c'est vraiment un travail de concert entre nous, bien sûr, en tant que parents, ce qu'on souhaite, et un vrai dialogue qui se met en place avec les spécialistes en qui on a confiance et au-delà en fait aussi notre souffrance ou nos souhaits, d'essayer de co-construire quelque chose vraiment pour le bien de l'enfant. On n'est pas là pour répondre aux besoins des parents, et ça c'est important de le dire, mais on est là pour co-construire vraiment en intelligence et en ayant objectivement, justement, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir les retours des spécialistes qui entourent nos enfants, parce que ça fait un terrain neutre en fait entre nous, notre passion, nos désirs, nos souffrances, nos souhaits, nos manques, parce qu'on est inquiet pour nos enfants, et l'équipe éducative, du coup, qui a un regard aussi objectif. Et avec ça, on essaye de co-construire vraiment en restant sur cette question de l'enfant. Et s'il était question de ne pas l'accueillir, se rendre compte que c'est aussi pour le bien de l'enfant qu'il n'est pas bon qu'il soit dans cet espace-là. Merci. Et donc, en tant que directeur et directrice, comment accueillez-vous ces personnes ? Il y a un processus d'admission, bien entendu. Effectivement, dès le premier contact, c'est le premier contact de l'alliance pédagogique qui peut éventuellement se co-construire après s'il y a une inscription de l'enfant. Donc c'est très très important. Dans un premier temps, c'est d'informer au maximum les familles intéressées sur ce qu'on peut apporter aux élèves ou aux enfants. Et puis surtout de cibler, nous, notre pratique, notre expertise, pour justement, effectivement, je vous rejoins, pour effectivement ne pas se tromper dans les besoins et être au plus proche du besoin de l'enfant et être complètement transparent sur ce qu'on peut apporter à l'enfant. Est-ce qu'on est capable d'apporter, d'accompagner l'enfant dans sa scolarité ? On a souvent des familles qui sont effectivement informées dans un premier temps et après, quand on affine un petit peu, quand on avance dans le processus d'admission, on a des vraies rencontres humaines avec l'enfant, avec ses parents, où on affine un petit peu les questions. Et ce qui est important, c'est d'être transparent sur voilà, qui on est, quels sont les besoins de votre enfant et est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner et partir du principe que c'est vraiment une alliance et qu'on va avancer ensemble pour le bien de l'enfant. Et effectivement, ne pas cibler les besoins des familles. Et Pierre-François, est-ce que par exemple vous déterminez en amont, voilà, je vais pouvoir accueillir cette année 3 élèves en difficulté dans chaque classe ou, comment vous voyez les choses, vous, en amont ? Il n'y a pas de réflexion en amont sur on a tant de place ou pas pour des élèves à besoins particuliers. Moi, je reçois toutes les demandes de candidature ou d'inscription, quelles qu'elles soient, en ayant en tête un peu tout ce qui s'est dit là, comme disait Madame Noël, qu'on est là pour accompagner un enfant, donc il faut répondre aux besoins de cet enfant. Parfois, on n'y répond pas, mais on est d'abord là pour l'enfant et pas uniquement pour un projet parental. Ça, c'est très important. Et nous, c'est vraiment du cas par cas. On a des petits effectifs par classe, une porosité entre les niveaux. Donc vraiment, c'est vraiment du cas par cas et du travail avec la famille. On est vraiment en lien avec les familles qui s'inscrivent. On est très clair dessus à l'inscription. On a besoin des parents pour nous aider à travailler avec les enfants. Ça, c'est vraiment primordial. Ouais. Et alors là, on parle évidemment de familles qui arrivent avec déjà peut-être des bilans ou un diagnostic, ou qui se doutent qu'il y a une difficulté et qui vont être transparents. Parfois, la difficulté, on s'en aperçoit parce que l'enfant est scolarisé, justement, notamment dans les petites classes en maternelle. Comment vous faites dans ces cas-là pour exprimer aux parents que vous voyez qu'il y a quelque chose de différent, pour accompagner les parents peut-être sur cette prise de conscience? Nous, ça s'inscrit vraiment dans le fonctionnement parce que tous nos enseignants, que ce soit les institutrices ou les professeurs principaux au collège, ont des rendez-vous toute l'année avec les parents.
au début de l'année et une fois par trimestre au minimum, la plupart du temps plus que ça. Et donc ce lien de confiance est primordial dès la première année d'inscription avec les familles. Ça, c'est la première pierre qui permet d'être très transparent et souvent mieux compris par les familles quand il y a une difficulté. Et puis la souplesse de notre fonctionnement nous permet, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de répondre à chaque problème qu'on a découvert avec les familles, quoi. Et Clotilde, je crois que vous avez eu l'expérience donc de l'impossibilité de scolariser un de vos enfants dans l'école que vous souhaitiez. Comment vous l'avez vécu, justement ? Alors, en fait, elle était déjà scolarisée dans l'école, justement, qu'on avait créée. Donc, c'est un très bel exemple. Et puis, il est arrivé à un moment donné, l'équipe éducative, en discutant, nous ont convoqués et ils se sont rendus compte que ça devenait compliqué. En l'occurrence, c'est Marie, notre fille qui est porteuse d'une trisomie 21. Et je rejoins complètement ce que dit... voilà, mon voisin, c'est que les choses, elles se sont bien passées parce que c'est toute la base en fait de la construction dès le début de quand on met notre enfant dans cette école. C'est-à-dire, on considère que on a confiance, sinon on fait l'école à la maison. Et cette confiance, elle est importante. Et du coup, mais c'est comme dans toutes les relations humaines, quand il y a des difficultés qui vont arriver par la suite, eh bien, cette confiance, elle a été là. Donc, les choses peuvent être dites. Alors, c'est évidemment pas facile, parce qu'on en revient toujours au fait que nous, parents, on a des souhaits pour nos enfants, et puis nos enfants porteurs de handicap, on sait que, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'écoles derrière, donc on se retrouve aussi dans des angoisses, mais tout est possible à partir du moment où on vise toujours la question de l'enfant. Et nous aussi, on était constructeurs de cette école. Il était hors de question qu'on mette à mal toute une structure scolaire pour notre enfant. Donc, c'est vraiment sur une base de réflexion où chacun dépose en fait aussi ses limites et on essaye d'avancer là-dessus en intelligence, en conscience. Et c'est ce que je disais, nous, ça n'a pas été le cas, mais il ne faut pas hésiter pour les autres écoles, dans ces cas-là, s'il y a trop de souffrance, trop d'incompréhension, et qu'on se retrouve de prendre extérieurement, en fait, un élément neutre qui sert soit un prestataire, etc., qui va éclairer un petit peu la situation pour éviter de cristalliser sur des non-dits ou sur des choses qui sont peut-être un peu mal dit et qui peuvent être prises dans la souffrance. Mais nous, tout a fonctionné parce que voilà, il y avait vraiment cette confiance de départ et ce bien commun, vraiment au-delà des situations de chacun dans l'école, ce bien commun d'être sur l'enfant. Et les parents doivent comprendre que l'enfant arrive dans un espace classe, un espace école, et que c'est pas tout au détriment de l'école en fait. Et c'est important de rentrer dans un collectif et ça fait du bien aux parents et ça nous fait grandir de rentrer aussi dans cette question de collective. La question des parents est une chose, mais elle ne peut pas diriger en fait toutes les décisions d'une classe parce qu'une situation est compliquée familialement. Merci. Et Vinciane, je me tourne vers vous. Quand un élève arrive avec des difficultés plus ou moins diagnostiquées, quel type de bilan vous allez demander aux parents pour essayer de comprendre au mieux qui est cet enfant et donc lui proposer le suivi adapté? Alors effectivement, on demande que tous les diagnostics soient posés. Il nous faut des diagnostics parce qu'on est une école qui est dédiée aux élèves qui ont des troubles des apprentissages. On ne sait pas faire si c'est autre chose en fait. Donc il faut qu'on soit franc et honnête avec les familles. On est là pour accompagner les élèves qui ont des troubles des apprentissages. Et l'idée, c'est que on leur demande des bilans neuropsychologiques pour aussi voir si la dynamique intellectuelle est préservée, parce que on fait le programme de l'éducation nationale, puisque nous sommes des écoles passerelles. Les élèves restent chez nous entre 2 et 4 ans en moyenne pour apprendre à utiliser des moyens de contournement avec des supports adaptés, avec des supports numérisés, avec une pédagogie et des méthodologies spécifiques à leurs troubles. Et une fois qu'ils sont outillés, une fois qu'ils sont autonomes avec leurs outils, ils ont généralisé leurs outils, ils ont retrouvé confiance en eux parce que souvent ils arrivent avec la confiance dans les chaussettes et c'est très très difficile.
pour les parents, mais pour l'élève aussi vraiment très fortement. Une fois qu'ils ont retrouvé cette confiance en eux et l'estime d'eux-mêmes, ils peuvent repartir dans le système classique. Comme ils peuvent repartir à n'importe quel moment de la scolarité, il faut absolument que le programme de l'éducation nationale soit fait, puisque un élève qui est en fin de 5e peut repartir en 4e dans le système classique. Donc on a des bilans qui sont effectivement assez indispensables, des bilans qui posent des diagnostics de troubles 10, mais aussi des bilans qui assurent qu'on ne va pas mettre en difficulté cet élève en lui proposant un programme de l'éducation nationale qu'il ne va pas être capable de suivre. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut être honnête avec les familles. Et ça nous est déjà arrivé de dire à des familles lors de rendez-vous que voilà, on ne semble pas être l'école la plus adaptée à l'accompagnement de leur enfant, mais on essaye de trouver, en tout cas d'avancer ensemble, on essaye de faire comprendre pourquoi, c'est pas nous finalement, mais on essaye de donner des pistes, de réfléchir ensemble. On a des commissions d'admission où on a plusieurs cerveaux autour de la table, c'est l'occasion de pouvoir se dire, bon, où est-ce qu'il pourrait être le mieux, cet enfant? Et c'est un suivi qu'on peut, en tout cas un conseil qu'on peut donner aux familles aussi derrière. Alors une des pistes justement, je crois, pour aider les familles, c'est l'application Tomber du nid qui peut aider à orienter. Est-ce que vous voulez nous en parler rapidement pour trouver des écoles adaptées pour ces élèves? Ça marche. Ouais. Cette application, en effet, met en route des bénévoles, on va dire. Donc, elle propose plusieurs aides aux familles, mais en l'occurrence, elle peut aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui, aider les familles à construire le projet de vie, comme on dit. Et du coup, on essaye au sein de cette application d'être le plus au courant de toutes les structures qui émergent et qui peuvent accueillir nos enfants et aider les parents aussi à, pour certains, se dire que l'école n'est pas une solution aussi pour leur enfant. L'école, c'est pas obligatoire et c'est pas forcément bon pour tous les enfants porteurs de handicap. Je rejoins ce que tu disais, Vinciane, c'est qu'il y a certains enfants... on va tous se fatiguer et il va être lui aussi mis à mal pour quelque chose qui n'a pas de sens. Il existe aussi d'autres structures. Donc cette application permet aux parents d'être entourés. Et du coup, je vous engage, vous les directeurs d'école, à aussi faire le lien avec des associations comme celle-là ou d'autres qui peuvent accompagner les parents. Parce qu'en fait, chacun son travail et à un moment donné, vous pouvez en effet vous retrouver face à des familles qui souffrent aussi et qui ont besoin d'être entourées socialement en fait et pour mettre en place leur projet de vie. Et vous, c'est pas votre job. Merci Clotilde. Alors Pierre-François, il y a un type de difficulté qu'on n'a pas encore évoqué vraiment, c'est tout ce qui est phobie scolaire, suite à du harcèlement, suite à des échecs répétés. Je crois que vous en accueillez plusieurs, des élèves qui sont dans ce cas de figure. Oui. Comment vous faites ? Alors c'est pas évident, on a à peu près un tiers des élèves qui arrivent chez nous avec un problème de harcèlement dans le système classique. Et dans ces élèves-là, on a eu quelques cas d'élèves qui avaient développé une phobie scolaire. Alors ça se travaille évidemment, comme on l'a dit, avec les familles en amont. On a des retours sur comment ça se passe à la maison. Et le directeur est très disponible pour l'enfant et la famille particulièrement, notamment à l'heure de l'arrivée à l'école, où c'est arrivé plusieurs fois qu'un professeur ou que moi-même, on aille jusqu'à la voiture de l'élève qui ne veut pas descendre. Alors ça marche pas. Ça marchait pas tout le temps. On a des élèves qui ont quitté notre structure, mais ça a aussi fonctionné. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de délicatesse et surtout, avec des conseils de professionnels. Oui. Nous, notre métier, on n'est pas psychologue, donc voilà. C'est ça, donc là, ça fait 2 fois qu'on l'entend, donc on va s'arrêter là-dessus. Chacun son rôle. Et effectivement, maintenant que les enfants sont scolarisés dans l'école, où s'arrête mon rôle de directeur, où s'arrête le rôle du professeur, où s'arrête... ou commence, je dis s'arrête, mais ça peut être commencé aussi, le rôle du parent. Quels éléments de discernement on peut avoir, quelles lignes rouges on peut avoir pour savoir comment se positionner, que cette collaboration se développe au mieux? Est-ce qu'il y a des petits moyens? Quel est votre quotidien? Peut-être Vinciane?
Alors moi je pense vraiment que effectivement l'alliance est primordiale. Il faut trouver la bonne distance. C'est sûr que c'est un savant équilibre qu'il faut trouver. Mais la place des parents, enfin les parents ont toute leur place au sein de l'école et l'école ne doit pas s'immiscer. Il n'y a pas d'intrusion des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit à l'extrême. Mais je pense que c'est très très important que les parents ne se retrouvent pas face à des portes closes, à fantasmer sur qu'est-ce qui se passe derrière ces portes. Et savoir ce qui se passe pour leur enfant à l'intérieur de la classe, être informé de ce qui se passe au-delà des apprentissages. Et puis vice-versa, c'est-à-dire que l'école puisse dire, alors on a tendance dans un système classique à appeler les parents quand ça ne va pas. Et je trouve que c'est très, 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 très important et on met un point d'honneur à appeler quand ça va bien aussi. Oui. Pouvoir dire à une famille, bon bah voilà, on vous rencontre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou alors il y a des choses à mettre en place et il faut que ce soit un vrai suivi et une vraie prise de décision à deux pour que vous, à la maison, vous puissiez continuer ce travail comme nous à l'école. Il peut y avoir des contrats mis en place avec des valorisations. Voilà. Et ces contrats mis en place doivent, on va dire, aller jusqu'à la maison. Et une fois qu'on fait un point, on va dire toutes les semaines, bah, il ne faut pas s'arrêter à partir du moment où ça va mieux. Il faut continuer et il faut continuer à dire que bah, là, cette semaine, ça s'est bien passé, il y a eu ça, ça, ça. Et pas seulement, voilà, on vous appelle parce que en classe il a fait n'importe quoi, parce que ça se passe pas bien dans telle matière ou voilà. Donc je pense que c'est primordial que chacun reste à sa place, mais qu'il y ait une vraie alliance, une vraie coopération de toutes les parties. Voilà. Nous on travaille beaucoup aussi avec des paramédicaux au sein de l'école et ces personnes-là ont toute leur place aussi dans ce triangle parce qu'elles ont l'expertise, parce qu'elles apportent énormément aussi aux familles et aux écoles. Ah, vous avez cette chance de les avoir au sein de l'école. Et quand les paramédicaux ne sont pas au sein de l'école, comment vous faites alors, en tant que parent pour transmettre les informations, en tant que professeur pour récupérer les informations dont vous avez besoin, comment ça se passe? Il faut... Nous, au sein de notre école aussi, les paramédicaux, beaucoup, parce que c'est des systèmes de CESAD, viennent au sein de l'école. Mais si les paramédicaux ne sont pas au sein de l'école, de toute façon, ils le sont en quelque sorte, puisqu'il y a des réunions qui sont obligatoires de point d'étape. Donc, je reviens vraiment sur ce que dit Vinciane. Les professionnels, même s'ils n'agissent pas au sein de l'école, sont en lien, et ça, c'est le début à mettre en place. C'est-à-dire que la direction, plus la maîtresse en charge, plus s'il y a des bénévoles, ou comme on a des AESH, donc ça peut être des services civiques, ils doivent obligatoirement, il faut être très sérieux en fait là-dessus, surtout quand ça commence par très bien se passer, de bien mettre ses points d'étape, puisque quand il va y avoir une situation plus cristallisante, eh ben, en fait, il va y avoir tous ces professionnels aussi de concert qui vont être d'accord, et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour amener les parents. Et je reviendrai aussi sur nous, ce qu'on a mis en place, c'est des chartes. On est très très clair avec les parents dès le début. C'est-à-dire qu'on leur dit, il nous semble qu'à un instant donné, avec votre ressenti, factuellement, les retours des professionnels, plus nous, on fait un stage pour intégrer l'enfant dans les locaux avant l'inscription finale. Il nous semble qu'au regard de ça, votre enfant a sa place et il semble qu'on puisse apporter quelque chose à votre enfant, mais on ne signe pas pour 4-5 ans. On va retricoter. On essaye de tenir évidemment une année. Ça nous est déjà arrivé d'avoir une très grosse difficulté. On a tricoté d'autres choses. On a pris plus de bénévoles pour soulager la maîtresse. Mais on leur fait bien comprendre dès le début qu'on ne va pas sauver leur enfant, qu'on ne va pas sauver leur situation. Et après, évidemment, quand il y a une situation qui est compliquée, on se ramène à ça. Et on essaye évidemment que tous les échanges soient très objectifs du pourquoi on ne garde pas votre enfant. Et ça ne fait plus partie de notre charte de notre école. En humilité aussi, on ne peut pas. Donc, à bout d'un moment, si on ne peut pas vous dire oui, ça va faire du mal aussi à votre enfant. Et en général, du coup, si on a posé ces jalons, les choses peuvent se faire parce qu'on n'est pas seul. Il y a les professionnels, il y a la charte, il y a ce qu'on présente dans notre site internet. Donc, au bout d'un moment, ça se décroche de tout seul, en fait. Et c'est vraiment un travail, voilà. Il faut vraiment bien appuyer les assises, surtout quand au début, ça se passe bien.
Il ne faut pas se dire ça se passe bien, du coup on n'a pas trop de rendez-vous avec les parents, ou finalement on est un peu débordé, on n'a pas le temps d'appeler la psychomotricienne. Et alors, cette collaboration avec les professionnels, les paramédicaux, ils ne viennent pas aux réunions dans les écoles en général, dans les écoles hors contrat. Est-ce que vous arrivez à les avoir ? En fait, c'est très normé. Hein. En fait, quand on accueille un enfant porteur de handicap, on a aussi des papiers à faire pour que cet enfant, si à l'issue de notre école, il doit être inscrit dans une autre école, il y a des GEVASCO, il y a des choses comme ça, très techniques à faire. Donc, en fait, c'est obligatoire de 3 fois par an au minima, créer cette équipe pluridisciplinaire. En fait, c'est une réunion qu'on déclenche avec les professionnels, la directrice, la maîtresse en charge de l'enfant, les bénévoles ou les personnes en charge de l'enfant et les parents. Donc, 3 fois par an. Et c'est très important pour la maîtresse aussi parce qu'elle va avoir aussi régulièrement, en fait, elle va avoir les retours des spécialistes qui vont lui dire, nous, sur ces domaines de compétences-là, on va dire par exemple dénombrer, moi, ça y est, de mon côté, j'y suis arrivée. Est-ce que de votre côté aussi ça fonctionne ? Ça fonctionne pour tout le monde. Ça, au niveau du GEVASCO ou au niveau des points d'étape, on dit que c'est acquis. Donc en fait, c'est un retour en permanence et la maîtresse ne peut pas travailler. Et je pense que tu vas peut-être sans doute confirmer, la maîtresse ne peut pas travailler sans ce retour de professionnel. Parce qu'en fait, un enfant handicapé, c'est une progression, c'est comme ça en fait. C'est pas linéaire. C'est pas du tout linéaire, il y a des pas en arrière, il y a des pas en avant. Du coup, on a besoin de savoir, parce qu'il y a l'affect qui joue beaucoup. Donc l'enfant, il va pouvoir donner quelque chose à un moment donné avec une psychomotricienne quand il est seul. Il va être peut-être quelquefois un petit peu plus fragilisé dans l'espace classe et il va repartir en arrière. Et du coup, c'est très positif d'avoir les retours de chacun. Et du coup, ça permet aussi de voir si l'enfant ne donne que aux professionnels quand il est seul. On se pose la question, du coup, est-ce que l'espace classe n'est pas un peu un danger pour lui et que du coup, il n'arrive plus à avancer parce qu'effectivement, il n'a plus sa place. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et oui, Pierre-François, quelle est votre expérience justement sur la collaboration avec les paramédicaux ? C'est pas toujours facile quand même de les faire venir dans ces équipes pluridisciplinaires. Non. Nous, c'est vraiment, enfin, moi je vais complètement dans le sens de ce qu'a dit Clotilde. Nous, notre travail consiste aussi à les faire venir, à les faire rentrer dans les locaux. Nous, on a des éducatrices du CESAD qui viennent régulièrement dans les locaux recevoir les jeunes que nous accueillons. On a une petite salle pour eux. On a accueilli des élèves, notamment un garçon qui était HPI avec une hyperactivité. Eh bien, quand il est arrivé la première année chez nous, on a rencontré avec le corps professoral le psychologue et l'éducateur qui s'occupaient de lui depuis des années pour qu'il nous fasse une présentation sur Sacha, qui nous donne des chemins de travail avec lui, etc. etc. Donc vraiment, nos enseignants ont vraiment besoin de ce regard professionnel extérieur, parce que les élèves nous arrivent, ils ont toute une histoire avant, donc on doit puiser dans cette accumulation d'expérience, en tout cas sur cet élève-là, quoi. Il y a des préconisations qui sont faites justement par les professionnels de santé, donc les médecins, les paramédicaux. Nous, on récolte ça, par exemple, au niveau des diagnostics et des dossiers. Mais après, l'analyse fonctionnelle de l'impact du trouble, c'est le professeur qui est en classe qui le fait finalement principalement. Donc, cette équipe pluridisciplinaire est vraiment complémentaire et ces regards croisés sont vraiment complémentaires dans le projet scolaire de l'enfant et même dans le projet de vie de l'enfant, j'ai envie de dire, pour pouvoir au mieux accompagner. Et effectivement, tout est réajusté en fonction des points d'étape et des réunions. Nous, on a des conseils de classe classiques d'école, mais on se fait des bilans mi-période, effectivement, en plus des équipes de suivi de scolarisation, etc. Donc, il y a plusieurs moments où on a les paramédicaux qui soient dans l'école ou à l'extérieur, qui peuvent participer ou qui doivent même participer pour avoir tous ces regards croisés. Alors, on a évoqué la question des GEVASCO, j'irai aussi les PAP, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement important à la fois pour les parents, comme on le voit, pour l'école, pour les liens avec la MDPH, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Si je suis un parent, je me rends compte que dans l'école, ce n'est pas forcément mis en place parce que les directeurs ne sont pas toujours au courant. Qu'est-ce que je peux faire ?
En fait, c'est impératif parce que nous, on parle d'écoles hors convention. Et ces écoles hors convention, il ne faut pas qu'elles sortent nos enfants du circuit. Nous, ça a été le cas. On a fait, notre fille a été en école hors convention. Elle est passée en IME et elle est repassée dans une école privée. Donc, en fait, c'est obligatoire. Donc, si les parents voient que ce n'est pas fait, il faut évidemment parler au directeur parce qu'eux aussi, ils ont des comptes à rendre, en fait, même au niveau de leur... Et je vais vous dire, c'est primordial parce que vous avez parlé du projet personnalisé. Ce projet personnalisé, en fait, on va dire, c'est comme le programme de l'enfant à un moment donné. C'est-à-dire que s'il est en CE2, où, il ne peut pas avoir le programme parfaitement du CE2. Il va avoir ce projet personnalisé qui va être co-construit avec les professionnels. Donc s'il n'y a pas ça, moi je pose la question même ultime, comment fait la maîtresse en fait ? Où elle part ? Où elle va ? Elle ne va pas ouvrir un manuel de la même façon qu'avec un autre. Donc en fait, c'est obligatoire. Sans ça, on part à la casse en fait. Et c'est pas pro, et du coup, quand c'est pas pro, c'est mauvais pour tout le monde. Et qui peut aider à mettre en place ce genre de choses quand les parents s'y connaissent pas très bien et l'école non plus ? Eh bien, grâce au partage, moi je dirais grâce au partage justement. Nous, c'est ce qu'on a fait avec l'école de Saint-Philippe-Néry. Moi, je ne suis pas maîtresse, je ne suis pas responsable de la MDPH. On a été à la recherche, à la croisée. J'ai fait des visios, je me suis déplacée, j'ai été voir des écoles hors convention qui fonctionnent depuis des années, qui accueillent des enfants porteurs de handicap depuis des années, qui ont un savoir à nous donner et qui sont tellement contents de transmettre. Et c'était dans cette question, moi j'ai trouvé mes réponses dans cette belle question de transmission en fait qu'il faut développer et que vous développez grâce à la Fondation pour l'école, de se faire des partenariats entre écoles et on prend son téléphone et moi j'ai un problème. Par exemple, très concret, nous on a eu une casse par rapport à un enfant qu'on a accueilli. On était, je pense, un peu dans l'angélisme et on a voulu apporter à cet enfant qui avait quelque chose. C'était une bêtise, bien sûr, parce que, on s'est rendu compte après qu'on n'avait pas fait ce fameux stage et que lors de ce stage, on aurait très bien vite compris que l'enfant, la famille et l'équipe éducative, on ne pouvait pas. C'est dur de dire aussi qu'on ne peut pas, parce qu'on sait que ces enfants, ils n'ont pas grand-chose. Mais il faut se placer à notre place. On ne peut pas sauver la société de leur manque. Et du coup, c'est grâce à d'autres écoles. Je leur ai demandé qu'est-ce qui marche et je leur ai demandé aussi qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans et quelles sont vos mauvaises expériences. Et il y a un partage incroyable de directeur en directeur. Et je pense que c'est ça, en fait, la plus grande force de notre réseau, en fait. Oui, voilà, c'est vraiment une histoire de réseau. Oui. Alors, allez-y, Vinciane. C'est une grille d'évaluation. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'un GEVASCO ? Donc un GEVASCO, c'est une grille d'évaluation scolaire qui est établie lors d'une réunion d'équipe de suivi de scolarisation qui est faite quand il y a un enfant qui a une reconnaissance par la maison du handicap. Voilà. Donc c'est un document qui est obligatoire qui donne lieu à un projet personnalisé de scolarisation qui doit être suivi, effectivement. Et c'est vrai que si ce n'est pas mis en place dans l'école, c'est très problématique parce que du coup, il n'y a pas de suivi accompagné pour l'enfant. Et dans ce cas-là, on peut aussi faire appel, en plus de tout ce qu'on vient de dire, on peut aussi faire appel à l'enseignant ou l'enseignante référent qui fait le lien entre le rectorat et la maison du handicap, donc la MDPH. C'est vraiment la personne qui peut aussi appuyer un dossier et appuyer sur le fait qu'il faut mettre en place le PPS. Maintenant, ce n'est pas toujours évident et la preuve en est, c'est que c'est une question à part entière. Oui, c'est une grosse question, ces outils de suivi. Alors, il y a plusieurs plans qui existent. On parle des PPS, là c'est pour les enfants qui sont déjà reconnus handicapés. Juste avant, il y a le PAP pour les enfants pour lesquels il faut monter un dossier à la MDPH. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces points. Alors, soit venir voir nos différents intervenants, soit à nous contacter à la Fondation pour l'école. On aura des outils aussi. Alors, dans quel ordre faire les choses quand on doit accueillir un enfant comme ça? Comment on formalise les documents et que l'enfant est déjà dans l'école? Si je comprends bien, l'enfant est déjà dans l'école et il n'y a pas de reconnaissance, c'est ça?
À ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle un GEVASCO, une grille d'évaluation scolaire, première demande. C'est une grille à remplir avec les professionnels de santé qui connaissent et qui suivent l'enfant. C'est une grille qui doit être remplie par le chef d'établissement et qui va appuyer sur les difficultés dans le milieu scolaire de cet enfant-là, avec les besoins particuliers dont il bénéficie peut-être déjà à l'école, ou en tout cas dont il aurait besoin. Ensuite, le GEVASCO première demande, il doit être accompagné de tout un dossier avec énormément de bilans de tous les professionnels de santé qui ont pu poser des diagnostics ou faire des suivis, plus un document du médecin. Ça, vous pouvez aller voir sur le site de la MDPH, les sites de la DMDPH. Et puis, après, il y a une longue attente. Une fois que le dossier est envoyé, il y a une longue attente. En fonction des départements, c'est plus ou moins long, mais il y a des départements qui peuvent mettre entre 9 mois et 1 an maintenant à répondre, qui donnent la réponse s'il y a reconnaissance ou pas. S'il y a un refus, il faut vraiment faire un recours pour pouvoir appuyer, faire appel à l'école pour appuyer encore plus les besoins, faire appel aux professionnels de santé. Voilà, c'est un parcours du combattant, c'est le témoignage de toutes les familles, mais l'école est vraiment là aussi pour vous aider, et les professionnels de santé qui accompagnent l'enfant aussi. Quelque chose pour que ça soit très... En fait, le dossier MDPH, c'est les parents qui doivent le faire. Vous ne pouvez pas, vous, tout faire. Il faut que vous engagiez les parents à faire leur dossier MDPH, du coup, comme dit Vinciane, qui va leur permettre d'avoir une reconnaissance. Pour ce dossier MDPH, vous n'avez pas besoin d'être là. Ils peuvent être accompagnés par l'association Tombée du Nid. Donc, dirigez-les vers ça. Il y a des professionnels, pour vous dire, il y a des bénévoles qui travaillent à la MDPH, qui travaillent au sein de Tombée du Nid, pour les aider à monter ces dossiers. C'est technique, c'est laborieux, c'est inintéressant, mais vous, l'école, vous n'êtes pas là-dedans. Mais c'est à eux de le faire. Oui, mais ça sera auprès de leur médecin, voilà. Dans le dossier MDPH, en fait, il y a tout un volet médical qui reconnaît, en fait, que le médecin reconnaît sinon les parents diraient n'importe quoi, et un projet de vie qu'ils doivent établir. Mais ça sera en lien, du coup, avec leur médecin. Mais vous, l'école, vous n'avez pas à faire ça. Hein. Mais c'est après, hein, le GEVASCO. Non. Alors, sur Paris, Île-de-France, sur le site de la DMDPH, il n'est pas noté qu'il faut effectivement, dès le début, mettre un GEVASCO première demande, mais systématiquement, ils refusent en disant qu'il n'y avait pas le GEVASCO première demande. Donc, vraiment, je vous incite à faire le GEVASCO première demande dès le remplissage pour le premier dossier MDPH. Après, sur les autres régions, les autres départements, j'ai pas connaissance de ça, mais en tout cas, sur Paris, Île-de-France, c'est sûr, ça revient systématiquement. Une fois qu'il y a une demande de reconnaissance, après, il peut y avoir une équipe de suivi de scolarisation, et surtout, une fois qu'il y a une reconnaissance, là, il y a au minimum une équipe de suivi de scolarisation, donc une réunion, école, enseignants référentes quand c'est possible, les paramédicaux qui suivent quand c'est possible aussi. Le mieux, c'est ça, qui donne lieu à un nouveau GEVASCO, puisque c'est un GEVASCO par an. Et le PPI, pour être très clair, en fait, mais on pourra en reparler après si vous voulez, c'est quelque chose qui est indépendant. Vous pouvez aller sur Internet. Les PPI, c'est plus compliqué à remplir qu'un GEVASCO. Un GEVASCO, c'est assez simple, c'est une grille. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein, mais il faut le faire. Le PPI, ça va être vraiment, il faut le prendre, c'est des rubriques très précises et très détaillées. Parce qu'en fait, quand les enfants porteurs de handicap peuvent avoir des petites compétences, par exemple dénombrées, pour un enfant normal, voilà. Mais pour un enfant handicapé, ça va être dénombré de 1 jusqu'à 2. On va être obligé de découper tout pour savoir là où il se trouve. Parce que si on ne découpe pas, en fait, il ne sait rien faire. Et là, le PPI, c'est un peu plus de boulot, mais c'est un peu comme si vous établissiez en fait le programme, quel va être l'objectif de cette année. Apprendre les couleurs, c'est des petits objectifs en fait que vous allez tirer au sein de sa classe. S'il est en CE2, vous prenez les objectifs de CE2 et vous tricotez les objectifs, minimes soient-ils. Donc ça, c'est par contre le travail de l'équipe, le travail des professionnels. C'est votre travail de ce que vous allez mettre
en fait, on parle de concret. Il ne faut pas être dans un rêve quand on accueille un enfant handicapé. Il faut vraiment du concret et du coup que ça soit le plus détaillé possible pour qu'on arrive à faire des choses. Ce qui permet en plus à l'enfant après d'avoir des réussites et donc d'être dans une spirale de confiance. Et Positionner les parents dans tout ça. voilà, et les parents se positionnent donc dans tout ce chemin de scolarité. Avant de terminer la partie table ronde et de laisser encore plus la parole à tous ceux qui sont ici et qui peuvent avoir des questions, j'ai envie de vous demander à chacun une belle réussite d'une collaboration fructueuse entre une famille, un enfant, un élève et une école. Que choisir? J'ai une situation qui me vient et qui me tient particulièrement à cœur. Moi, ça fait 6 ans que je travaille au Cérène. Quand je suis arrivée, il y avait un élève, donc collégien, tout jeune collégien. Ça faisait déjà 1 an qu'il était au Cérène, donc il avait fait dernière année de primaire et il était en 6e. Peut-être même en 5e. En tout cas, il était collégien. Non lecteur, non scripteur, des troubles 10 très présents, qui le mettaient très en difficulté. Il a appris à utiliser des outils de contournement, tous les logiciels dont il avait besoin. Il a passé son brevet, il a eu mention très bien. Donc, passé son brevet non lecteur, non scripteur, mention très bien. Il est revenu il y a un peu moins d'1 an à une journée porte ouverte de son ancienne école du Cérène pour témoigner auprès des familles qui étaient intéressées, qui se posaient la question: est-ce que c'est le meilleur endroit pour mon enfant? Est-ce que c'est l'école adaptée à mon enfant? Et quand il témoignait, il y avait la moitié des familles qui étaient en larmes. Et je trouvais ça tellement beau. Il y a 2 mois après, j'ai reçu une famille en rendez-vous pour une future admission. Un papa qui me parlait de cet élève parce que ça l'avait vraiment marqué en JPO et qui m'en parlait avec encore les larmes aux yeux. Et en fait, cet élève, il expliquait qu'il était en terminale, donc c'était l'année dernière, il était en terminale et qu'il était en terminale microtechnique, donc bac pro microtechnique. Qu'il avait trouvé sa voie. Il a expliqué en montrant sur son téléphone qu'il faisait de la reconstruction faciale pour les gens qui avaient eu des accidents ou des grosses difficultés et qu'il avait envie de continuer en BTS s'il avait la chance d'avoir un bac. Et en juillet dernier, j'ai reçu un mail de sa maman. Je lisais l'émotion de sa maman dans ce mail. Cette maman qui m'annonçait que son enfant avait eu le bac technologique, donc microtechnique, pardon. Mention très bien. Il est toujours non lecteur, non scripteur. Et qu'il continue en BTS. Et ça, je trouve que c'est une réussite. Moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai encore des frissons. Et je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on peut apporter aux élèves au Cérène. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, parce qu'on a un cerveau qui est différent, qu'on ne peut pas y arriver comme tout le monde. Merci, oui, magnifique comme histoire. Pierre-François, vous en avez aussi. Oui. Alors, aussi magnifique, je ne sais pas, mais on avait une maman qui était venue nous voir il y a 5 ans pour inscrire ses 3 enfants, Jean, Lisa et Elsa. Jean et Elsa étaient multi-10 et Lisa avait un trouble autistique et un trouble de l'opposition et multi-10. Et en travaillant avec cette famille-là, j'ai été très clair sur un certain nombre de points. On pouvait prendre Jean et Elsa, mais nous n'étions pas compétents pour être utiles pour Lisa. Donc ça a été très dur à accepter pour la maman, qui l'a compris quand même, qui a inscrit les 2, Jean et Elsa, et qui a travaillé avec sa fille, avec les professionnels de santé pendant 3 ans. Et l'année dernière, elle est revenue me voir pour Lisa, qui était dans une classe Ulysse, mais qui s'ennuyait dans cette classe Ulysse. Elle m'a montré ses cahiers, elle a montré le travail qu'elle avait fait avec elle, les comptes rendus aussi de professionnels, de psychologues, qui notaient une évolution quand même certaine. Et donc j'ai réétudié le cas avec la maîtresse de CM1. Lisa avait l'âge d'être en CM2, mais j'ai vu ça avec la maîtresse de CM1 pour voir si on pouvait monter quelque chose pour cette jeune fille-là, sachant que la famille était une famille avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, et donc une grande confiance s'était installée, et la maman était en vérité avec nous, et inversement. Et avec la maîtresse, on a monté un programme pour Lisa, avec elle avait des grosses lacunes en français, avec des cours en français en classe de CE1,
Elle rejoignait la classe de CM1 pour les mathématiques. Et depuis septembre, donc, elle est inscrite à l'école. Elle progresse à vitesse grand V. C'est la première fois, nous dit sa mère, qu'elle a des vraies relations amicales dans l'école. Il y a eu quelques couacs en termes d'opposition, mais qui ont été très vite gérés par la maîtresse. Bref, Lisa est vraiment en confiance. Et sa mère nous dit, même à la maison, tout a changé, quoi. Elle se dispute plus avec ses frères et sœurs. Bref, voilà, c'est très heureux de ce choix-là, en tout cas. Merci. Clotilde. Alors moi, ça va être une expérience personnelle en tant que maman. Donc j'ai un de nos enfants qui est très dyslexique. Donc on était un peu perdus. Il a été scolarisé dans une école privée classique qu'il a complètement cassé. On nous avait dit qu'il ne ferait même pas de CP, donc pourquoi pas, on avançait. Et on a eu la chance qu'il a pu être accueilli en 5e dans une école hors contrat, tout à fait classique. Ils ont très bien vite compris ses compétences, ils l'ont mis en confiance. Ils lui ont dit qu'il était capable. Alors en plus, c'était compliqué pour notre fils en question parce que comme à ce moment-là, on était en train d'adopter notre fille porteuse de trisomie 21, il pensait qu'il était trisomique au final parce qu'il rentrait pas dans les clous. Donc il a eu aussi effectivement ça a été compliqué pour lui parce qu'il pensait qu'il n'était pas capable. Et cette école, en fait, déjà lui a donné confiance, l'a énormément aidé en reprenant les bases de français. Avec beaucoup de soutien, il a eu du tutorat et aujourd'hui c'est notre fils marin, il est en école d'ingénieur, il est extrêmement épanoui. Outre le fait en fait qu'il a repris confiance, ils l'ont aidé aussi à monter son projet, ils nous ont aidés pour le Parcoursup. Voilà. Et on les remercie parce que non seulement Marin, bien sûr, a trouvé sa voie et va avoir aujourd'hui un travail et a des bases tout à fait solides pour avancer dans la vie, mais voilà, il y a eu la confiance et cette bienveillance qui, évidemment, et surtout le courage. C'est-à-dire que c'est un enfant, du coup, qui était extrêmement travailleur, alors qu'à un moment donné, il était en train de décrocher parce qu'il se disait, puisque je suis idiot, en fait, ça ne sert à rien que je donne énormément d'énergie pour faire quelque chose, ce qui paraît un peu logique, puisque de toute façon, j'ai toujours 2. Et ils lui ont fait comprendre, en fait, qu'à force, en fait, on arrivait. Et c'est un de nos enfants, en fait, les plus courageux et qui avance vraiment bien dans ses études parce qu'il a eu cette force de travail, ce goût du travail et de l'effort. Donc on remercie vraiment ces écoles hors convention qui accueillent nos enfants et qui arrivent à les prendre. Et nous, voilà, juste pour la petite expérience qui nous a beaucoup touchés aussi, c'est les échanges qu'on a eus avec les professeurs. Ils ont très vite compris les compétences de notre fils, très vite vu aussi ses points faibles. Et on a vraiment co-construit ensemble et on a été très émus les premières fois justement où on a eu un rendez-vous à La Toussaint. Donc ils connaissaient peu notre enfant. La faculté qu'ils avaient de nous parler de notre enfant, ils avaient tout compris. Et ça, on a été vraiment impressionnés en fait de la qualité éducative et de leur volonté de mettre de l'énergie, parce que c'est de l'énergie d'aider ces enfants-là, et de se dire qu'ils allaient y arriver. Et notre fils a senti du coup qu'en face, ses éducateurs croyaient en lui. Donc en fait, c'est quand même la base de tout, et ça l'a fait grandir évidemment sur d'autres qualités humaines. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Donc on retiendra évidemment l'importance de la transparence, de la confiance, l'importance de structurer tous les échanges pédagogiques et les différents suivis qui existent, l'importance de mettre le bien de l'enfant au cœur de chacune des décisions qui sont prises. Avant de laisser la place, évidemment, nous avons encore 5 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas, on va faire descendre un micro dans la salle. Quelques annonces avant. Avant les questions, voilà quelques annonces. Vous pouvez retrouver le réseau Sérène au village des écoles, stand numéro 32. Vous pouvez retrouver aussi le cours Cyrano qui est spécialisé dans les HP. Vous pouvez aller à l'ILFM voir Marie-Astrid Durnerin pour les formations d'institutrices en tout genre ou dans les écoles. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les écoles qui existent sur le site École Libre. Le panneau est tombé, mais on va le remettre. Et Excellence Ruralité a aussi son stand. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver. Et Clotilde Noël va dédicacer son livre à la librairie. À quelle heure ? Maintenant. Voilà, donc nos 3 intervenants seront à différents endroits du salon. Si vous voulez aller leur poser des questions, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il reste des points à éclaircir pour certains, des témoignages peut-être que vous voulez nous transmettre aussi, de difficultés ou bien de belles collaborations? Clotilde, c'est pour vous. Alors, l'association a été créée il y a 10 ans, donc je ne suis plus... j'ai donné la main en avril dernier. C'est une association qui aide les familles qui ont un enfant handicapé, tout handicap. Donc c'est un peu la spécificité. On a créé une application qui s'appelle le Cœur du Nid, qui est totalement gratuite, qui permet aux familles de rentrer dans l'application et de définir ce qu'elles souhaitent au niveau de leurs aides. On appelle ça des badges. Donc soit justement elles ont besoin qu'on les aide au niveau administratif parce que c'est très lourd la charge administrative et on n'est pas formé quand on a un enfant handicapé de faire tous ces papiers et c'est important parce que ça permet d'accéder à ses droits et pour la suite de l'enfant. Donc soit c'est une aide administrative, soit c'est une aide sociale pour rencontrer d'autres familles, soit c'est des personnes qui ont le diagnostic posé in utero et qui veulent avoir des liens avec des médecins pour savoir un peu comment va se dérouler, entre guillemets, parce que chaque enfant est différent et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour leur enfant. Il y a l'aide dans le quotidien pour aider les familles à aller trouver des spécialistes ou les aider à aller chez les rendez-vous des spécialistes, les aider à la maison. Des choses très concrètes, par exemple, vous fêtez l'anniversaire, vous avez un enfant autiste, vous avez aussi d'autres enfants, vous voulez fêter l'anniversaire de votre autre enfant et être disponible pour cet autre enfant, parce que la fratrie, c'est compliqué aussi dans le handicap, et ben vous allez avoir un bénévole pendant 3 heures, 4 heures, qui va s'occuper de votre enfant autiste, le faire jouer, aller le balader, et vous allez pouvoir prendre un peu d'air. Donc c'est des demandes assez variées. L'application est entourée de réseaux de bénévoles, gérés bien sûr par des salariés. Et les ouvertures ne sont pas encore dans toute la France parce que ça nécessite énormément de travail, parce qu'on forme les bénévoles. C'est un peu notre spécificité, c'est qu'on les forme. On ne veut pas envoyer des bénévoles lambda comme ça aux familles. Donc on les forme, on les suit. Du coup, il y a certains endroits en France où c'est ouvert. Par contre, pour les dossiers MDPH, par exemple, on a une ouverture sous toute la France parce que c'est quelque chose qui peut se faire en visio, qui peut avoir un accompagnement en visio. Voilà. Et après, vous pouvez aller sur le site internet, il y a beaucoup plus de choses. Et bien, envoyer les familles sur cette application. Il y a des familles qui sont surchargées, qui sont fatiguées, ça leur fait peur. Dans ces cas-là, il y a des numéros verts au sein du... Et nos salariés vont les aider à s'incuber dans l'application. On essaye vraiment d'être dans un suivi très proche de la famille qui est déjà dans une surcharge en fait, de travail et de fatigue. Merci Clotilde. Donc, quel bilan existe pour avoir un peu l'état des lieux de l'enfant qui arrive? Quel bilan, quel professionnel donc il faut aller voir? Alors, le bilan neuropsychologique, il peut être assez complet. Il y a des psychologues aussi qui font des bilans qui sont peut-être aussi bien, aussi complets. Après, il y a des bilans qui touchent un peu plus les fonctions exécutives, des bilans qui touchent un peu plus l'attention. Les troubles de l'attention, ou en tout cas déterminer s'il y a de troubles de l'attention. Et après, il y a tous les paramédicaux, orthophonistes, ergothérapeutes, des psychomotriciens. Qu'est-ce qu'il veut y avoir? Orthoptiste. Mais qui allait voir en première intention? Parce que le bilan neuropsy, il coûte cher. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller en première intention quand même? Non, souvent c'est à l'école qu'il y a les premiers indices. Du coup, il faut peut-être s'appuyer sur ce que peut dire les enseignants primaires ou collège pour savoir si c'est plutôt un problème au niveau de la lecture, au niveau de l'attention, en tout cas ciblé en fonction de la difficulté qui vous est pointée, qui vous est remontée, et puis aller voir le professionnel de santé qui pourrait peut-être bilanter un petit peu plus cet aspect-là. Si c'est un trouble du langage oral ou un trouble du langage écrit, il faut plus aller voir un orthophoniste. Voilà. Le bilan neuropsy, il peut être gratuit dans les hôpitaux.
Et l'Institut Le Jeune, si c'est un enfant qui a un problème génétique, donc c'est pas forcément la trisomie, il donne la possibilité. Moi, je viens d'en faire un. Ils sont très très compétents en neuropsy et ils l'offrent. Donc il n'y a pas que les cabinets extérieurs où en effet ça va être très cher. Il y a aussi les hôpitaux. Alors les hôpitaux ont une longue liste d'attente, mais c'est pour ça que c'est bien d'engager les parents à prendre quand même rendez-vous, quitte à attendre 1 an, mais être déjà sur la liste d'attente finalement. Après, si on est suivi quelquefois par un médecin, il appuie quelquefois la demande et ça va plus vite dans le circuit de l'hôpital. Merci. Il y avait une autre question, oui. Comment financer les AESH ou services civiques Alors, le service civique, si vous en avez un, après c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, ça ne coûte pas très cher. L'AESH, alors ça c'est vraiment quelque chose que je pourrais aussi vous dire. Nous on a fait des campagnes de dons spécifiquement, je pourrais vous donner même nos flyers en fait avec des mots assez forts. Et on faisait des choses assez rigolotes en disant, on avait mis un QR code en fait on avait dessiné un sac à dos derrière la petite fille, on avait mis un QR code et on disait remplissez le cartable de Mathilde, Marie, pour qu'ils aient accès à l'école. En fait, vous allez voir quand c'est campagne de dons, ça va être très positif, c'est très pénible, on n'a pas envie d'aller chercher de l'argent. Mais déjà, quand c'est l'école qui va chercher l'argent, moi j'engage à l'école d'aller chercher l'argent. C'est très dur quand l'école dit aux parents « allez financer votre AESH ». En tant que parent, c'est difficile d'aller demander de l'argent pour ses enfants, parce que du coup, on est quand même un peu regardé après de ce qu'on fait de notre argent. Alors que si c'est l'école qui le demande, c'est une dynamique qui se met en route. Ça permet de communiquer sur votre école, ça permet de montrer l'ouverture de votre école. Et nous, contre toute attente, je peux vous dire que les financements sont tombés beaucoup plus et ont permis à beaucoup plus d'enfants d'être scolarisés. Ça a vraiment ouvert des horizons. Et puis, on a demandé aussi aux parents de l'école de rentrer dans cette campagne et de l'envoyer à leur réseau. Et du coup, en fait, ça commence le début de la première pierre de l'implication de tout le monde. Parce que le handicap n'est pas réservé à cet enfant ou à ses parents. C'est collectivement que toute une école se met en route. Et il y a des choses, du coup, très belles qui fleurissent. On arrive, moi je sais que nous dans notre école on a réussi à avoir des donateurs qui n'étaient pas du tout pour les écoles hors contrat, qui au début ne voulaient pas donner parce que notre école avait été confessionnelle. Et on a réussi à avoir des dons. Autre parce que profondément, beaucoup de gens sont touchés par le handicap et se rendent compte que ces enfants-là restent en marge et que c'est d'une injustice pas possible qu'ils ne puissent pas avoir accès aux vrais droits qui leur sont normalement donnés par notre République, c'est-à-dire le droit d'accéder à leurs droits et d'aller à l'école, apprendre à lire, à écrire. On est touché par tous les pays étrangers où les enfants ne vont pas à l'école, en Afrique et tout. Et du coup, ça permet de soulever aussi collectivement quelque chose de profond dans notre société, de se dire que nos petits Français ou les gens qui sont sur notre territoire et qui sont ici ont droit aussi à l'école. N'hésitez pas. Mais je pourrais vous donner mes lignes, pas mes mailings parce que ça c'est privé, mais mes prospectus qu'on avait fait avec des graphistes et tout, parce qu'il y a toujours des petits mots de com qui permettent d'éveiller un peu les porte-monnaies des gens. N'hésitez pas aussi à remonter l'information à la fondation que vous accueillez et que l'AESH n'est pas financé parce que c'est du hors contrat. Plus nous aurons de témoignages, mieux nous pourrons agir auprès du ministère. Alors, même si la situation politique n'est pas évidente, sachez que l'un des rôles de la Fondation, c'est de faire du lobbying pour débloquer ce genre de situation. Donc quand vous accueillez des enfants porteurs de handicap et que le refus d'AESH est notifié parce que ce n'est pas une école publique ou sous contrat, faites-le savoir. Je voulais revenir juste sur l'utilisation des services civiques. Nous, on travaille beaucoup avec les services civiques. Pour moi, il y a quand même 2 attentions à avoir. La première, c'est que, vous l'avez dit, parfois, il y a des personnes en service civique qui sont très peu formées, qu'il faut vraiment prendre le temps d'accompagner parce qu'ils ne savent pas faire, tout bêtement. Et la deuxième difficulté aussi, c'est que le service civique ne doit pas être un emploi déguisé. Donc, il faut pouvoir le justifier comme travaillant en lien avec la maîtresse, avec le projet de la maîtresse, que ce n'est pas tout bêtement un emploi déguisé. Merci beaucoup. Nous allons devoir nous arrêter là, mais les conversations peuvent continuer bien évidemment, juste, peut-être pas au pied de l'estrade, mais juste à l'extérieur de l'espace.
Et puis pour tous les autres, bon appétit puisque c'est maintenant l'heure du déjeuner. L'espace restauration est juste derrière si vous avez besoin.